Bonjour à tous et bienvenue parmi nous ici à Fontainebleau pour la 9e journée de la création TV. Apparemment la salle ne m'entend pas. Est-ce que vous m'entendez ? Entendu. Et là ça va. On fait un échange standard ? Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce deuxième débat de la 9e journée de la création TV, un débat, une table ronde artistique que nous avons choisi d'intituler « Quelles histoires pour quel public ?» Voici les invités qui sont avec nous aujourd'hui. Pascale Brognot, productrice à Ego Productions. Elle a produit notamment Doc Martin, Alice Nevers, Le juge est une femme et Tiger Lily qui sera diffusé prochainement. Emmanuel Dossé, producteur à Tetra Media Fiction, producteur de séries comme Un village français, Les hommes de l'ombre, ou bien encore La commune sur Canal+. Nous avons également Isabelle Dubernay, scénariste sur la série Plus belle la vie. Elle est notamment responsable des dialogues. Hervé Admar, scénariste et réalisateur de séries telles que Pigalle la nuit, Les oubliés ou bien encore Signature. Nathalie Laurent, qui est directrice artistique de la fiction à TF1. Et enfin Thierry Sorel, le directeur de la fiction de France 2. Alors pour commencer cette table ronde, j'avais envie de vous poser une question. Je vais peut-être la poser à vous, Emmanuel. On l'a un petit peu évoqué dans les premiers débats ce matin. Finalement, l'industrie de la télévision américaine nous produit une quantité énorme de séries qui sont visibles partout dans le monde. Pourtant, partout en Europe et notamment en France aussi, tout le monde continue à produire des séries. Pourquoi, selon vous, est-ce que c'est important que chaque pays produise ses propres fictions ? En France, on pourrait répondre cyniquement par les obligations d'investissement, mais je crois que de manière beaucoup plus... que s'il n'y avait pas d'obligation d'investissement, on continuerait à faire des fictions françaises et on continuera à en faire parce que de tout temps, on a eu besoin de se raconter des histoires et que l'art du récit est essentiel dans une société. Et d'ailleurs, c'est un des mouvements qu'on est en train de voir apparaître petit à petit avec le développement de fiction européenne. Et donc, ça arrivera aussi en France. Les fictions nationales auront toujours un avantage certain par leur ancrage culturel sur les fictions étrangères. Je crois en tout cas. Nathalie Laurent, Thierry Sorel, vous pensez vous aussi que la fiction correspond à un besoin fondamental du public ? Déjà, je pense qu'il est très important de parler à un public. En France, effectivement, on a un public qui a besoin qu'on lui raconte des histoires qui le concernent, donc d'être identifiant, fédérateur. Et effectivement, la fiction française est là pour ça. Ils vont chercher quelque chose d'exotique, quel que soit le type d'exotisme dans les fictions américaines. Et c'est vrai qu'en fiction française, ils ont un vrai rendez-vous avec quelque chose qui les concerne et qui leur parle d'eux. Que ce soit en comédie ou en polar, c'est très important. Je confirme. Et on participe à la construction d'un imaginaire collectif. Il est nécessaire dans une société. Il est très attendu par les téléspectateurs qui ne se contenteraient pas, à mon avis, que de séries américaines, qui veulent qu'on leur parle d'eux, de la vie dans laquelle on vit tous les jours, et ça au travers de la fiction notamment. Isabelle Dubernay, comme je le disais, vous travaillez sur la série Plus belle la vie, qui est un succès très très important et un pilier de la fiction française. Cette série, une de ses caractéristiques, c'est la manière dont elle tend un véritable miroir à la société française. Est-ce que vous pensez que c'est un élément essentiel de son succès ? Oui, je pense que c'est un élément essentiel du succès de Plus belle la vie, c'est d'être en prise avec le quotidien des gens. D'ailleurs, quand on parle aux téléspectateurs, c'est ce qu'ils disent tout de suite. Ils disent « mais ça nous ressemble, ça pourrait nous arriver », ce qui est totalement impossible vu les rebondissements qu'il y a dans la série, mais ils y trouvent quand même un miroir de leur quotidien parce qu'on est diffusé le jour. Et on leur dit quand c'est Noël chez eux aussi, ou à la télé aussi. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est très en prise avec leur quotidien. Et les gens adorent ça. Les gens sont très friands de cette proximité, et de se retrouver dans leur quotidien, la rentrée des classes, tout ça. Et on vit, les personnages de la série vivent en même temps qu'eux. Ça, c'est vraiment important pour eux. Ils le disent très facilement, ils aiment ça. Pascale Brognot. Non, la semaine dernière au Galeries Lafayette, je me suis plié à chat comme tout le monde, et un garçon qui vient devant moi qui me dit « Ah, vous êtes formidable dans Plus belle la vie !»
quel pied! Ça va durer encore combien de temps? Je dis, mais très longtemps, c'est pas prévu d'arrêter. C'est vrai que vous êtes bien. Pascal Brognaud, justement, vous avez produit un gros succès récent sur TF1, qui est la série Doc Martin. Ce qui est intéressant avec Doc Martin, c'est aussi que c'est un format qui est britannique à la base. Est-ce que donner des racines françaises à ce format a été une problématique qui s'est posée quand vous avez cherché à l'adapter pour la France? Oui, évidemment, parce que déjà les personnages anglais sont très atypiques. Moi, ça me plaisait beaucoup de montrer des atypiques français, c'est-à-dire qu'ils gardent des caractéristiques aussi, qui soient si différents des personnages habituels des fictions. En plus, ça se passe dans un petit village, ça se passe en Bretagne à Douélan, et il y a une différence sensible quand on a adapté, parce qu'on n'a pas, à peu près à l'heure actuelle sur cette 3e saison, on est à peu près à 20% d'adaptation réelle de leurs épisodes. Parce que nos personnages, ils sont très fortement caractérisés et ils ont pris le pouvoir sur les histoires. C'est-à-dire que maintenant, on écrit une série française adaptée de très loin de l'histoire anglaise. Ça a beaucoup diminué au fil du temps, c'est ça? Au début, c'était beaucoup plus proche? Oui, c'est vrai. En plus, on a trouvé que leur seconde saison était moins forte que la première. Donc, on a évidemment remonté un peu les objectifs de la série. Et puis, quand même, les personnages qu'on avait créés, nous, qui sont filmés en Bretagne, qui sont des Français, des comédiens français, ces personnages-là, ils ont pris leur liberté. Donc, ils ont incité à écrire des histoires plus françaises. Ce qui m'intéresse cependant, c'est évidemment le décalage. C'est un ton, il y a un humour qui est comme ça goguenard, un peu qui est très. Enfin, ils ont toujours l'air de se moquer un peu du monde. Et puis surtout, ce sont des résistants. Ce qui me plaît chez ces personnages-là, c'est qu'ils sont toujours contre une certaine forme d'ordre. C'est-à-dire qu'ils ont des convictions, et ces convictions, ils les défendent envers et contre tout, avec le voisin, avec la mairesse, avec n'importe qui. Et ça me plaît beaucoup parce que nous, on a tous des convictions, mais des fois, on ne les défend pas trop loin parce qu'on sait que nos intérêts vont faire qu'on ferait mieux de fermer notre gueule. Mais en réalité, là, ils vont jusqu'au bout et ils sont vraiment complètement convaincus que c'est le village d'Astérix. Et donc ça, on est revenu à quelque chose d'assez français, voyez-vous. Hervé Admar, je pense pas me tromper en disant que c'est quelque chose qui a toujours été au cœur de votre démarche créative, de vous inscrire dans ce qu'on pourrait appeler au sens large une mythologie française. Oui, c'est vrai qu'avec mon co-scénariste Marc Carpoux, qui est pas loin, il est jamais très loin, Marc. Coucou. C'est vrai que quand on a commencé à travailler sur des séries, la première c'était Les Oubliés. On adore les séries anglo-saxonnes, mais très rapidement on s'est posé la question. C'est quoi notre héritage culturel dans le cadre du polar en France? On a pensé à Simenon, on a pensé à Chabrol et on a essayé d'écrire une mini-série, puisqu'il s'agit d'une mini-série, qui s'inscrive dans cette tradition-là, de l'inscrire dans une région française. Ça se passait à Lille, dans le nord de la France. C'était très très une dimension sociale presque. Pareil pour Pigalle. Pigalle, évidemment, rien de plus français que Pigalle. Le quartier, l'humanité qui vit dans ce quartier, c'est ce qui nous a motivés dès le départ. Et oui, inscrire, c'est sortir un petit peu de la mythologie du western, que j'adore, moi, en tant que téléspectateur et spectateur, mais qui, à mon avis, n'est pas compliqué. C'est très, très compliqué à réussir, ça. Il y en a peut-être qui y arrivent, hein, mais moi, je pense que j'aurais échoué. Et donc, très rapidement, on est allé chercher, c'est quoi notre tradition? La tradition du feuilleton en France est très, 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 très forte depuis la fin du 19e siècle. Au départ, je voulais appeler Pigalle les mystères de Pigalle. Donc vous voyez, c'est pour donner un peu une petite référence comme ça. On s'inscrit là-dedans, on essaye de s'inscrire là-dedans, modestement bien sûr. On voit derrière vous quelques images de la série Les Oubliés. Tout au long de cette table ronde, vous pourrez voir des images des séries sur lesquelles ont travaillé nos différents invités. Nathalie, est-ce que il y a peut-être aujourd'hui une difficulté plus grande à imposer à fidéliser l'audience sur de nouvelles séries. Je pense que Pascal Brognaud a participé à la création d'une famille formidable, qui est une saga incroyable qui dure depuis des années et des années et qui est toujours à l'antenne, 20 ans. Est-ce que c'est encore possible de créer une famille formidable aujourd'hui? Bien sûr que c'est possible. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on travaille toujours pour un public. Le public, il est là, il a envie qu'on lui raconte des histoires. Et ce qu'il faut effectivement, c'est travailler tous plus dur, tous être plus exigeants, parce qu'il y a une concurrence de plus en plus compliquée et redoutable. Mais le public est là, et quand on lui propose des choses qui le touchent,
Le public est au rendez-vous. Donc effectivement, il faut d'abord trouver et avant tout des personnages, parce qu'aujourd'hui le concept ne suffit plus. Il faut avoir des personnages très forts. Et quand on vraiment on arrive à installer des personnages qui plaisent au public, on peut emmener très très loin le public avec les personnages. Et c'est beaucoup plus fort qu'un concept. Alors, bien sûr, c'est nécessaire, mais je pense que les personnages sont la force pour les séries. Et effectivement, pour une série ancienne comme Julie, Lescaut, par exemple, ou La Famille Formidable qui ont 20 ans, et d'autres séries qui existent depuis 5, 6, 7, 8 ans, il y a toujours un gros travail de fait en permanence pour continuer à être de notre époque. Il faut moderniser, il faut rajouter des choses, il faut continuer toujours à travailler. Et effectivement, on fidélise les gens aussi par les salves, par les séries, d'où effectivement série. Mais c'est vrai que c'est très très important. Il est beaucoup plus difficile aujourd'hui dans les unitaires de fédérer, de faire venir les gens, parce qu'ils ont besoin de rendez-vous. Le rendez-vous est très très important. Emmanuel, vous avez cette année été à l'origine avec d'autres d'un des gros succès de France 2, qui a été Les Hommes de l'ombre. Je suis pas sûr que 6 mois avant la diffusion, beaucoup auraient parié sur le succès de cette série. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'elle a à ce point-là rencontré son public ? En tout cas, nous et France 2 nous pariait sur le succès, parce que un des éléments très importants de ce succès, c'était déjà le timing. Il fallait être prêt un peu avant l'élection présidentielle et en même temps pas trop près de l'élection présidentielle, pour que ça fasse justement écho avec la société française, avec ce que vit la société française. Et je crois donc que c'est ce qu'on essaye de faire. C'est une des lignes éditoriales chez Tetra Média Fiction, avec La Commune ou Un village français, et donc Les Hommes de l'ombre. Ce sont de faire des séries qui ont, comme on en parlait ce matin lors de la table ronde de ce matin, une ambition à l'export, un vrai lien avec le public jusqu'à, pourquoi pas, un public à l'international, avec une grande ambition de qualité, et en même temps des séries qui parlent de la société française, qui parlent à nos inconscients collectifs, puisque c'est fondamentalement notre métier, c'est de créer du lien avec le public. Et ce lien avec le public, on le crée de manière très très forte lorsqu'on le fait à travers ce qui fonde notre identité et qui nous rend beaucoup plus forts que n'importe quelle autre série, même américaine. Thierry Sorel, ce développement dont parlait Emmanuel à l'instant, le fait que Les Hommes de l'ombre devaient s'inscrire dans un calendrier très précis parce qu'elle avait une fenêtre de diffusion assez restreinte. Est-ce que quelque part il n'y a pas un enseignement à tirer de cela ? Est-ce qu'une fenêtre de développement comme ça précise n'est pas une grande aide, pour réussir à produire une série qui s'inscrit, qui rentre véritablement en résonance avec son temps et avec le moment où elle est diffusée ? En tout cas, ça a joué. C'est vrai que le fait de s'inscrire dans un planning, d'avoir un horizon de diffusion très clair, très précis, indépassable, parce qu'après on perdait toute la saveur du projet, ça a joué. Ça a été un travail au galop assez colossal qu'Emmanuel et toute son équipe ont fait avec Dan Franck et Frédéric. C'était formidable, mais d'avoir un horizon comme ça, moi je trouve que c'est plutôt utile. C'est plutôt une manière de se dire, voilà, on se projette déjà dans une diffusion, donc une période, peut-être un contexte au moins, et on se met en position de. Parce que c'est vrai que on constate que la plupart des développements sont très longs, sont très très longs. Alors je crois que c'est pas que chez nous. Chez nous chez nous en France. Je crois que c'est souvent long. Il faut du temps aussi pour faire émerger un concept, une idée, et surtout il faut du temps pour trouver un langage commun. C'est surtout ça que je trouve nécessaire dans nos rapports, c'est de trouver entre nous, diffuseurs, producteurs, auteurs, réalisateurs, un langage commun. On travaille avec beaucoup d'entre les producteurs et les auteurs qui sont notamment présents ici, et à chaque fois on voit qu'on a des langages différents, on n'emploie pas les mêmes termes, on ne cherche pas toujours les mêmes mots et on se trompe. Et au final, ce temps, il est un temps de création, mais aussi un temps de compréhension mutuelle. Là, en l'occurrence, on a eu la chance, je l'espère. Moi, j'avais travaillé avec Emmanuel. On avait une partie de langage commun, tous les deux, mais pas que. Donc, c'est peut-être aller un petit peu plus vite, mais ça compte. Ce langage compte. Cette année, il y a eu une véritable volonté de la part de France 2 de se réinscrire dans des séries contemporaines. Vous avez obtenu des résultats, si on parle purement de l'audience, de la rencontre avec des publics, qui étaient contrastés. Il y a eu de très gros succès. Les Hommes de l'ombre, Fais pas ci, fais pas ça, qui continue dans les trains, Inquisition hier soir, dont on a déjà parlé ce matin. Et il y a eu quelques séries qui ont moins marché. Est-ce que
Comment vous analysez ces résultats contrastés ? Comme vous, à mon avis. Je ne vais pas refaire le tour des sujets, puisqu'en l'occurrence, chaque cas était particulier. Pour chacun, il y avait une histoire, une origine, une volonté, et puis un parcours au sein même de France Télévisions. En revanche, ce qui est sûr concernant France 2, c'est que l'on part d'un peu plus loin que les autres chaînes. France 2 est la chaîne qui n'a pas aujourd'hui des séries déjà installées, déjà existantes, des séries qui soient peut-être pas forcément les plus flamboyantes, celles dont on parle tout le temps, mais ce qui constitue les piliers d'audience. Il y en a quelques-uns, mais il y en a trop peu. Donc on est dans une logique de rattrapage, un peu à marche forcée. Vous avez cité Fais pas ci, fais pas ça, c'est notre série presque ultime. Aujourd'hui, en 52 minutes, qui en est à sa 5e saison, c'est la seule. Donc on doit, dans un contexte hyper concurrentiel, de manière extrêmement rapide, en relancer et en installer d'autres. Donc effectivement, il n'y a pas que des rencontres heureuses avec le public, pour employer des termes un peu choisis. Maintenant, je suis persuadé qu'il y en aura. Il y aura beaucoup d'autres séries qui vont arriver à l'antenne. Nous tenons compte évidemment de chaque succès, chaque échec, pour essayer de nous dire voilà quels ont été les facteurs clés de succès. Et puis les éléments de difficulté. Maintenant, on n'a pas non plus une table de la loi ou une équation. Pas encore. Justement, Hervé Admar, il n'y a sans doute pas de recette pour produire une série à succès, ça se saurait. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a un dénominateur commun aux séries réussies ? Est-ce que... Oula. Alors, oui, enfin, série réussie, qu'est-ce que ça veut dire une série réussie ? Tu veux dire en termes d'audience, en termes de... Alors, moi, je vois où tu veux en venir, donc je vais y aller. Je pense qu'il faut un point de vue unique. Je pense que, moi, je crois au... Alors, je vais dire un gros mot, je vais dire showrunner. En France, c'est un peu un gros mot. D'abord, juste une petite chose. La série télé, c'est une industrie, c'est peut-être aussi en train de devenir un art, en tout cas un bien culturel. Et quand je regarde autour de moi, c'est-à-dire dans les autres pays, je ne parle pas des États-Unis forcément, je parle de l'Angleterre, du Danemark, l'Espagne. J'observe que toutes les séries que j'aime, et je ne parle pas seulement que de Mad Men, ou de ces séries que j'adore, mais qui font, remettons-les dans un contexte chiffré, 2,5 millions de téléspectateurs à l'échelle des États-Unis, c'est comme si on produisait une série pour 800 000 ou 500 000 personnes en France. Bref, toutes ces séries que j'aime et qui ont du succès, énormément de succès, un peu partout en Europe, il y a toujours un point de vue unique, un auteur, quelqu'un qui crée la série, qui est responsable artistique de cette série et qui travaille évidemment pas tout seul, qui travaille en confiance avec un producteur, qui travaille en confiance avec un diffuseur. Mais c'est vrai que moi je crois à ce modèle-là. Oui, je crois. Ça peut être un scénariste, ça peut être pourquoi pas un producteur aussi, évidemment, qui est à l'origine de cette série et qui va se l'approprier artistiquement. Mais vraiment, si j'étais un petit peu provocateur, et je vais l'être, je dirais que je ne crois pas en création artistique, je crois pas à la démocratie. Voilà. S'il s'agit de se réunir autour d'une table à 15 et à dire j'aime pas le rouge, j'aime pas le bleu, j'aime pas le vert, j'aime pas le jaune, à la fin on fait une série en noir et blanc et ça marche pas le noir et blanc. Donc voilà mon avis. Je voudrais juste vous faire part d'une expérience que j'ai eue quand j'ai commencé à travailler. J'ai eu la chance de participer à l'atelier d'écriture, mais juste comme observateur de Plus belle la vie. La série était, il y avait une porte de sortie à 130 épisodes. Il y en avait 60 qui étaient écrits, 30 qui avaient été diffusés, et les audiences étaient catastrophiques. Et à ce moment-là, un peu, c'est presque quasiment le hasard, je dirais. L'écriture a été confiée à un auteur qui venait de rentrer, qui était Olivier Sulzinger, et qui a imposé sa manière de voir de Plus belle la vie, qui était radicalement différente avec le programme qui était fait à ce moment-là, ce qui a créé forcément des frictions, mais il a pu l'imposer parce que de toute façon, la série était tournée quotidiennement, donc de toute façon, ça pouvait pas s'arrêter. Et c'est parce qu'il a imposé ce point de vue et sa manière de voir les choses à la série, avec dans cette série qui est perçue aujourd'hui comme
à la fois un énorme succès, mais aussi une série très très industrielle. C'est bien parce que cette série est aussi une série d'auteurs à la base, qui a été accompagnée après par toute une équipe dont Isabelle, je suis un peu gêné parce que je parle de quelque chose que je connais beaucoup moins bien que toi aujourd'hui. Je te pense surveille. que Olivier que Plus belle la vie est une série d'auteurs et que c'est en fait une des explications fortes du succès de Plus belle la vie. Et c'est ce que moi j'ai retenu après pour les fictions que je fais aujourd'hui avec Jean-François ou Charline Delépine. Il y a un point de vue commun. C'est clairement ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un auteur au départ qui a été extrêmement dictatorial dans ses choix et dans son organisation. C'est-à-dire qu'il a organisé l'équipe d'écriture, il a dit je veux faire ça, et il a mené sa barque dans cette direction-là. Il s'est battu parce que tout le monde n'était pas d'accord. Ça a vraiment été un travail difficile pendant au moins 2-3 ans avant d'imposer ces choix-là. Ça a été aidé parce qu'à un moment donné, l'audience était au rendez-vous. Donc là, à un moment donné, ça porte et on se dit il a peut-être raison, ce gars-là, s'il fait ça et que ça marche, faisons-lui confiance. Et cette confiance-là a fait aujourd'hui le succès de Plus belle la vie. C'est-à-dire qu'il a mis en place des règles très fortes qu'il a tenues contre vents et marées. Nous, au dialogue, on fonctionne très très bien avec lui, donc on a vraiment suivi cette direction-là. On travaille vraiment la main dans la main. Il est toujours sur la série aujourd'hui, même s'il a pris un peu de recul en ce moment pour se reposer un peu. Et c'est ça, je pense, qui a fait le secret de la réussite de Plus belle la vie, parce qu'il y a eu une confiance avec les diffuseurs, avec les producteurs, qui n'a pas été donnée tout de suite. Ça n'a pas du tout été un blanc-seing, ça a vraiment été une lutte et un combat sur plein de points. Mais au final, on a tous travaillé dans la même direction au niveau de l'équipe d'écriture, la production artistique, tout le monde a suivi et ça a fait qu'on n'a pas eu une série en noir et blanc, quoi. On a eu une série en couleur. Et à l'époque, en fait, si tout le monde a suivi, c'est parce que régulièrement, toutes les semaines, c'était au début, toutes les semaines, Olivier posait sa démission. C'est vrai. Aussi simple Olivier que ça. donnait sa démission. Les séquenciers étaient refusés. Olivier disait je démissionne. Oui, mon producteur, je voudrais démissionner. Ce qui est intéressant, donc vu le rythme très intense de Plus belle la vie, le processus d'écriture est très industrialisé, ce qui n'empêche pas ce point de vue d'auteur de se dégager. Une fois, Olivier Schulsinger m'a expliqué que le paradoxe intéressant, c'était que ce premier atelier qui s'occupe des séquenciers, d'inventer les histoires, avait tendance à être dans une forme de délire, de beaucoup d'amusement, et que vous, ensuite, au moment des dialogues, c'est à vous de réussir à retrouver l'humanité des situations et des personnages pour pouvoir toucher le public avec ces intrigues qui sont parfois un peu extravagantes. Dans Plus belle la vie, moins maintenant, mais au tout début, en tout cas, il y avait des intrigues assez rocambolesques parce qu'on travaillait les épisodes en fonction du cliff. Donc on voulait un cliff pour que les gens soient suspendus vraiment à la fin de l'épisode, ils reviennent le lendemain. Donc pour fidéliser, ce travail d'écriture en fonction du cliff a amené des histoires assez mouvementées, rocambolesques, etc. Donc l'atelier d'écriture ne s'interdisait pas grand-chose et transmettait ensuite en confiance aux dialoguistes qui effectivement faisaient tout un travail de réappropriation et de psychologie, d'essayer de ramener les choses pour que ça les rende plus crédibles, en tout cas au niveau des sentiments. C'est-à-dire que les gens, même s'ils vivaient des choses extraordinaires, des enlèvements, des meurtres, des serial killers, enfin tout ce qui a pu exister dans Plus belle la vie, au niveau des sentiments, on a toujours fait attention à ramener ça à des choses très réelles et quotidiennes. Donc c'est cette espèce de mélange qui a fonctionné aussi. Nathalie Laurent, qu'est-ce que vous pensez de ces échanges? Et moi, j'aurais envie de vous dire, pour vous parler d'une série qui est actuellement diffusée sur TF1, que à mes yeux, Profilage, c'est une série qui a un véritable point de vue d'auteur et que c'est une part très importante de son succès. C'est devenu une série très importante sur la grille de TF1, Profilage. Tout à fait. Effectivement, Profilage, c'est le point de vue de 2 auteurs, c'est Sophie Le Barbier et Fanny Robert. Et après, effectivement, c'est un personnage, c'était Chloé Saint-Laurent. Et effectivement, il a fallu créer une empathie du public pour ce personnage qui était extrêmement audacieux et atypique. C'était pas facile au départ parce qu'on s'est dit quand même on a un personnage qui est un petit peu accroché aux branches. Après, elle avait toute sa légitimité dans son travail, dans ses enquêtes, mais c'est vrai que le personnage était totalement atypique. Et après, on se rend compte que justement, comme je disais, la force des personnages, c'est que quand on arrive à faire aimer un personnage, on peut emmener le public très loin. C'est-à-dire que les enquêtes sont vraiment très bien ficelées, très bien menées, mais au-delà des enquêtes, il faut un personnage qui puisse
accrocher les gens et donner envie de les suivre. Et donc ça, c'est vraiment la force du personnage et donc des auteurs. Moi, je dis que pour qu'il y ait une série réussie, et je pense qu'on sera tous d'accord, il faut un papa ou une maman. Il faut quelqu'un qui ait vraiment la vision sur le projet, la vision sur les personnages, et après, nous, on est là pour les accompagner. Voilà, c'est surtout ça, et que ce soit avec Pascal ou avec les autres producteurs, c'est vraiment le travail qu'on s'attache à faire, c'est vraiment l'accompagnement, et vraiment un papa, une maman sur une série pour assurer la pérennité et la durée de la série, c'est indispensable. S'il n'y a pas ça, une série ne dure pas. Hervé, vous voulez réagir ? Oui, non, juste sur le terme empathie, que je trouve très très important. On travaille pas assez, moi en tout cas, l'empathie notamment dans le pilote. Je trouve qu'il y a un travail à faire, qui me reste à faire. Je fais mon analyse là devant vous. Parce que voilà, on a un travail sur l'empathie. Non, mais c'est vrai, je trouve que c'est super important. On a un travail à chaque fois que je regarde une nouvelle série que j'admire, et il y en a. Je me fais cette remarque de plus en plus. À chaque fois, il y a une empathie très très forte qui se crée au bout de 10 minutes, un quart d'heure, et je trouve que ça c'est essentiel. Ça. Voilà, je voulais juste souligner ça. Est-ce que peut-être vous pensez que c'est ça qui a pêché sur Signature, par exemple ? Non mais oui, bien sûr. Non, alors Signature, c'est un ovni, Signature. Moi, je crois aux ovnis, donc j'aime bien les ovnis. Mais oui, je pense que ça fait partie des défauts de Signature. Moi, j'aime beaucoup cette série, enfin cette mini-série, mais elle a des défauts, et ça en fait partie. Ouais, je pense que il y a un problème de point de vue, sans doute, et il y a un problème d'empathie pour les personnages principaux. On a essayé de faire quelque chose très particulier, et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de très particulier. Voilà. Pascal Brognaud, vous vouliez réagir ? Oui, par rapport à l'empathie, moi j'appelle ça de la générosité. Je pense que quand on écrit des personnages ambigus, riches, qui ont des strates à l'intérieur, et qu'on peut surprendre les spectateurs sans que le personnage se trahisse, en le mettant dans des situations difficiles où il va réagir de façon positive, constructive, ou en tout cas réagir de toute façon et arriver à tenir sa place dans l'histoire. Je trouve que pour les spectateurs, c'est un grand plaisir. Il s'agrippe comme ça au héros qu'il a suivi souvent depuis le début, le voir en difficulté et voir qu'il s'en sort, ça lui donne une émotion, un plaisir, un courage pour affronter lui aussi des choses qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe dans l'histoire, mais en tout cas c'est extrêmement stimulant. Et je pense que dans les séries qu'on écrit et dans tous les téléfilms qu'on écrit, on a l'obligation, enfin moi je me sens à l'aise avec ces personnages-là, j'aime bien les vrais méchants aussi, hein, mais en tout cas des personnages comme ça qui nous attirent, parce que évidemment le comédien dans ce cas-là, non seulement il faut que l'écriture soit un peu, vraiment très riche et un peu exceptionnelle, et le comédien qui va jouer, là faut pas se tromper du tout sur le choix du comédien. Tout d'un coup on arrive à obtenir, à toucher les spectateurs et à les embarquer dans un récit, dans une histoire, dans une aventure, dans un récit, je dirais dans des circuits, des raisonnements intellectuels. On peut entraîner très loin les spectateurs à partir du moment où on les a hameçonnés, où on les a acquis. Et je pense que pour moi c'est la première chose, c'est de se poser la question de savoir qui ils vont suivre dans le film qu'on fait, et donc pour qui on écrit, pour qui on joue, quoi. Vous avez tourné récemment une série qui s'appelle Tiger Lily, qui sera diffusée prochainement sur France 2, et qui, sauf si je me trompe, est la première série à avoir été lauréate du fonds d'aide à l'innovation du CNC, à être finalement tournée. Oui. Est-ce que dans cette série-là, c'est justement un point de vue d'auteur que vous êtes allé chercher ? Ce sont deux auteurs qui ont écrit toute la série, et c'est une série... très très original, évidemment, parce que je pense que le fonds d'aide à l'innovation, j'ai déjà travaillé sur 3 projets du fonds, et chaque fois il y avait vraiment un talent d'auteur, même si l'auteur n'était pas né, s'il n'était pas abouti, s'il n'était pas mûr en tant qu'auteur, chaque fois il y avait quelque chose, il était animé par une volonté de dire des choses intéressantes, importantes et neuves. Et là, les 2 filles qui ont écrit ça, les 6 fois 50 minutes, ça s'appelle Tiger Lily parce que ça raconte, c'est une réflexion de femmes de 45 ans qui ont eu un groupe de rock dans les années 80. Et c'est pas du tout passéiste. Elles se disent aujourd'hui, bon, alors maintenant, comment on aborde la seconde partie de notre vie ? Et elles sont capables absolument de tout, comme 20 ans avant, avec une énergie de tous les diables, avec une volonté de se renouveler. Et ça, je pense aussi, c'est
très bien écrits parce que les caractères sont fouillés. Il y a beaucoup d'émotions. C'est bien filmé aussi. Il y en a une qui est animatrice de télé, Lio. Il y en a une qui est garagiste. Il y en a une autre qui est mère juive, très très protectrice vis-à-vis de ses enfants, et une autre qui est, elle est quoi la dernière? Photographe. Oui, photographe. Florence Thomasin, elle est photographe pour un magazine de cuisine. Bon, et ces 4 personnages-là, sur toutes les situations qu'elles vont rencontrer, elles ont des points de vue très très personnels. Elles ont chacune leurs émotions, elles ont des parcours de vie très très différents. Et au moment où la série commence, elles sont en train de chercher comment animer, comment renouveler complètement leur vie, comment utiliser la seconde partie de leur vie. C'est magnifique parce que c'est très émouvant, parce qu'elles y vont avec une sincérité. Ça aussi, c'est un mot important. Je pense qu'on croit dans les séries, on croit dans les personnages qu'on met en scène, quand ils sont sincères, quand tout d'un coup il y a une adéquation entre les mots employés, les attitudes, évidemment le jeu du personnage et la mise en scène, c'est cet ensemble-là, tous ces paramètres qui font qu'à un moment ça touche parce qu'on y croit complètement comme dans la vie. L'autre jour, un mec Monsieur Lancelier à TF1 me faisait remarquer une chose. Il me dit je ne comprends pas pourquoi souvent dans les fictions françaises les personnages n'ont pas cette réalité, cette force qu'on a dans la vérité, qu'on a dans les reportages, qu'on a. Alors moi, j'ajoute dans la télé-réalité. Je pense que notre travail, c'est d'écrire près du cœur, près des sens, avec une force ou une violence, en tout cas que les sentiments que les personnages expriment et le comédien qui les transporte aux spectateurs, que tout ça soit sincère. Pour moi, c'est ce qui est sincère, juste, intelligent, bien écrit, tout ce qu'on veut. Bon, ça marche, ça doit marcher, ça doit agripper les spectateurs, et après, ils n'ont plus envie qu'on les quitte. Pour compléter ce que dit Pascal, moi j'ai découvert en faisant des séries récemment, effectivement ce que c'était que de faire une série, c'est-à-dire créer du lien avec le public, et c'est ce terme d'empathie qui est effectivement essentiel. Après, la difficulté, c'est que le terme d'empathie, tout à l'heure Thierry disait que notre problème, c'est qu'on met pas toujours les mêmes choses derrière les mêmes mots, et c'est une des difficultés qu'on a collectivement, cette culture de la série. C'est déjà de déterminer qu'est-ce qu'on doit faire de manière essentielle. On peut peut-être se mettre d'accord sur le fait qu'on doit absolument rechercher des personnages empathiques. Et après, qu'est-ce que ça veut dire des personnages empathiques ? Et lorsque Pascal décrivait ce qu'elle imagine, ce qu'elle voit derrière l'empathie dans les séries qu'elle crée, moi, j'adhère pas toujours avec ce que dit Pascal, parce qu'on se retrouve par exemple dans Un village français avec un personnage qui est joué par Robin Ranucci, Daniel, qui lui est un collaborateur et qui est un impuissant et qui n'y arrivera jamais. Et pourtant, et on le sait qu'il n'y arrivera jamais, et pourtant, on est en empathie profondément avec lui. Donc je voulais juste apporter moi j'ai pas de certitude sur comment est-ce qu'on doit créer l'empathie, mais je pense que si tous, créateurs de séries au sens large, du diffuseur jusqu'aux auteurs, réalisateurs, producteurs, si tous on se dit que c'est ça qu'on cherche et qu'il n'y a pas de recette miracle, mais par contre qu'on est d'accord sur ce qu'on met derrière ce mot d'empathie, je pense qu'on aura fait de grands progrès dans la série télé. Moi, je pense que empathie, c'est pas sympathie. C'est-à-dire que je peux avoir de l'empathie pour un personnage comme celui de Ranucci, qui est un beau salaud. Il y a des personnages odieux, comme dans un certain nombre de séries comme Dexter ou autres. On a des personnages qui sont des vraies ordures. Ils sont tellement bien écrits, ils sont tellement cohérents et tellement formidables dans leur trajet. On est associé à ce qui se passe dans leur tête, et c'est ce trajet dans leur tête que nous fait vivre le scénariste qui font qu'on adhère à son système, on est prêt de flancher. Pourquoi est-ce qu'on était en empathie avec Dexter et pourquoi est-ce qu'on n'était pas en empathie avec le chasseur ? C'est une vraie question. Peut-être pour les raisons qu'on vient de dire. Isabelle, vous vouliez réagir ? Je voulais revenir sur le personnage du showrunner aujourd'hui. Je trouve qu'en France, on a un souci qui est qu'on a des auteurs porteurs d'un point de vue fort qui arrivent à écrire 6 x 52, comme on vient d'en parler sur Tiger Lily. Maintenant, il faut que ces auteurs-là arrivent à devenir showrunners et à produire, à travailler avec d'autres auteurs pour écrire plus et plus longtemps, et tout en préservant ce point de vue d'auteur et en le transmettant. Et ce rôle du showrunner aujourd'hui, qui existe
pas beaucoup en France et que, on peut dire, Olivier Scholzinger a incarné très fort sur Plus belle la vie et a permis de produire autant, d'écrire autant, et tout en respectant un point de vue. Et je trouve que ce personnage-là, du showrunner aujourd'hui en France, manque souvent dans les séries. Thierry Sorel, vous pensez qu'ils existent, ces auteurs en France qui peuvent devenir des showrunners ? La preuve, on parle de pas mal de séries qui fonctionnent, parce on a souvent l'occasion de dire qu'il y en a qui ne fonctionnent pas, mais il y a plusieurs et de nombreuses séries qui en France se sont installées sur plusieurs chaînes. Pour revenir juste sur les mots, c'est vrai qu'on les mélange aussi entre auteur et scénariste. Le travail de nos deux auteurs, notamment concernant Tiger Lily, ça a été aussi de les faire émerger en tant que scénaristes. C'est-à-dire qu'en tant qu'un univers foisonnant, flamboyant, des personnages fabuleux, comment structurer le récit de manière dramaturgiquement le plus efficace possible, en rentrant dans des canons qui sont ceux de la série. Donc c'est vrai que parfois c'est dur de se dire c'est l'idéal, qu'une personne peut tout réunir. Je pense que ça demande une longue expérience. Et vous voyez que Frédéric Krivine, tu pourrais largement le citer dans cette catégorie d'auteurs qui sont capables de prendre en main des séries. Maintenant, il y a toute une histoire à se faire nous-mêmes et une culture à créer, parce que ça va se faire dans le temps. C'est vrai qu'on est peut-être un peu en retard par rapport à certains pays, mais je pense qu'on est en bonne voie en tout cas. On a tous les talents pour. C'est l'avenir. De toute façon, une nouvelle série aujourd'hui, si on la lance, si on veut faire 12, 14, 16, 18 épisodes de 52 minutes par an, s'il n'y a pas quelqu'un qui a la main sur la série, quand je dis la main, c'est vraiment une vision, et qui est capable de contenir toute l'historique de la série, les personnages, etc., ça ne marche pas. Ce sera très compliqué. Parce que vu le volume d'écriture, monter ses propres ateliers, diriger les auteurs, ça devient très difficile sinon. Et je pense qu'il faut une vraie stimulation et que les gens travaillent ensemble. Il faut que quelqu'un, effectivement, soit le garant de cette série. Et ça, pour moi, c'est vraiment extrêmement important. Hervé ? Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et peut-être juste rajouter que une banalité mais quand même, je vais la dire aussi, moi je suis persuadé qu'il y a des gens capables en France, il faut travailler ensemble et dans la confiance pour que ces fameux responsables artistiques existent et puissent s'exprimer. Mais il y a des talents en France dans la chanson, dans le rock, dans la bande dessinée, dans le polar français. Le polar français marche extraordinairement bien. Le cinéma, il y a des talents partout et quelquefois j'ai l'impression à entendre à lire quelques interviews qui n'auraient pas de talent dans la fiction française, et ça c'est purement, scientifiquement impossible, quoi. Voilà. C'est impossible. Il y a des talents partout, il y en a forcément à la télé aussi. Preuve en est, c'est que je vois à TF1, on a 13 marques installées, dont certaines qui sont historiques, j'appelle historiques puisque ça fait plus de 10 ans, donc entre 10 et 20 ans, un certain nombre depuis 3-4 ans, et vraiment, il y a du talent, évidemment. Ça, là-dessus, moi, j'ai absolument aucun doute. Est-ce qu'on pourrait définir une des missions du diffuseur comme justement d'aider à trouver le point de réunion entre ce point de vue d'auteur et le public ? Je pense que le diffuseur, la part du diffuseur, c'est de connaître son public, de connaître la cible de la chaîne, et c'est en quoi on accompagne vraiment le producteur et les auteurs. C'est vrai qu'eux amènent effectivement leur vision, et nous on peut juste les accompagner en leur disant attention, là notre cible, parce qu'on n'a évidemment pas tous, que ce soit Canal, TF1, M6 ou France Télévisions, on n'a pas toujours le même public, et donc on doit adapter et parfois dire attention, là on s'adresse à tel public, ne jamais perdre de point de vue le public. Et ça, c'est vraiment le point de rencontre de toute façon. Et après, c'est essayer aussi d'être audacieux sur certains projets, se dire, voilà, là, il faut de temps en temps, comme on l'a fait avec Doc Martin, Profilage, avec d'autres projets qu'on tourne en ce moment, aller un petit peu chercher aussi le public et de temps en temps se dire, voilà, on va leur proposer quelque chose un petit peu plus audacieux, un peu plus surprenant. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut surprendre le public. Si on ne surprend pas, il n'a aucune raison de venir voir la fiction française, vu la concurrence. Parfois, moi, je vois le lundi soir, on a 6 longs métrages à la TNT, puis des gros blockbusters. Et voilà, donc il faut vraiment aller les chercher et leur dire, voilà, venez voir, vous allez être surpris, ça va vous intéresser. Et il y a du talent en France. Donc la prise de risque calculée devient une obligation ? Bien sûr qu'elle est calculée. J'aime bien la prise de risque, j'aime bien le calcul, mais évidemment, il faut, si on ronronne et si on fait toujours la même chose et qu'on raconte toujours la même histoire avec les mêmes personnages, le public, il a aucune raison de venir. Et effectivement, il faut aller chercher et après réfléchir à comment ce projet peut convenir au public de la chaîne avec qui on travaille.
avec juste une remarque concernant le public. Nous, on constate quand même, c'est assez impressionnant, qu'il devient de plus en plus expert. Sans jeu de mots avec la fameuse série, mais je crois que le fait d'avoir diffusé aussi en France beaucoup de séries, notamment américaines, que nous-mêmes parvenions maintenant à en lancer, il y a vraiment un degré d'expertise. Et aujourd'hui, l'attente sur nos séries, même si le public veut qu'on lui raconte des histoires qui le concernent, des histoires de chez nous, en tout cas qui le touchent parce qu'elles sont de l'ordre de notre culture, il les juge à l'aune de l'efficacité des séries américaines. Et ça, c'est imparable parce que, quel que soit le soir, il y a une série américaine très très forte en face. Donc si on veut se donner toutes les chances, effectivement, quel que soit le sujet, quel que soit le genre, la prise de risque éditoriale sur le sujet, il faut se mettre bien en tête que le public aujourd'hui il a le choix et qu'il attend une certaine efficacité aussi dans ces séries, d'où toute la réflexion sur l'empathie qui est nécessaire, mais il y en a d'autres aussi. Est-ce que certains ont considéré comme un malheur les séries américaines? Je pense que c'était notre chance, parce que je pense que tout le monde s'est remis en question, que ce soit les diffuseurs, les producteurs, les auteurs, même les comédiens, enfin tout le monde, les réalisateurs, puisqu'effectivement maintenant on est condamné à l'excellence. On est obligé d'être meilleur, on est obligé vraiment d'aller chercher le public toujours plus loin. Donc je pense que c'est très très bien ce qui s'est passé. Vous ne pensez pas que, comme on a pu l'esquisser parfois, l'idée qu'on assumait qu'il y avait deux publics séparés, un pour les séries américaines et un pour les séries françaises? Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que le public qui regarde des séries américaines est tout à fait capable, a tout à fait envie, justement quand on l'intéresse, de venir voir les séries françaises. Alors je ne pense pas du tout que ce soit deux publics. Et nous on le voit par rapport aux cibles et tout ça, c'est le même public. Et voilà, il faut juste trouver des séries qui vont les intéresser. Thierry, un de vos objectifs cette année, ça a été de travailler à élargir le public de France 2. Quel bilan vous tirez de ce chantier qui est un long chantier et qui est en cours? Oui, j'ai même envie de dire qu'il commence presque. Donc, non, si vous voulez évoquer l'idée qu'il y a eu des confusions concernant le fameux rajeunissement du public, c'est ça, j'imagine que vous voulez évoquer derrière. Non, élargir le public, c'est une nécessité, mais il faut bien effectivement bien comprendre quel est le public aujourd'hui de nos chaînes. Il se trouve que sur nos fictions, notamment à France 2, il est encore un peu âgé. Pour parler que de structure d'âge, et que l'on doit s'adresser à tous les publics, à tout le monde, donc pas uniquement à ce public-là. Élargir, ça veut dire faire des propositions, et on y arrive. Fais pas ci, fais pas ça, y arrive. D'autres séries y arrivent, qui parlent et s'adressent à un public plus large, tout simplement, que le public dit traditionnel des fictions de France 2. Ça prend du temps, ça se construit, mais là, ça va se faire, à mon avis, sans souci. Emmanuel, ça a été au cœur de votre démarche au moment où a été créé Un village français, de partir de ce qu'était le public de France 3 pour pouvoir élargir ensuite ce public, non? Parce que la série est partie d'un appel d'offres, l'appel d'offres de France 3 qui demandait à ce qu'on développe des séries correspondant aux valeurs de France 3 à l'époque, donc au public de France 3. Et c'est vrai qu'à la base, c'est essentiel, et ça paraît une évidence, mais je crois que cette évidence ne l'est pas toujours de manière aussi évidente sur France Télévisions, parce qu'il y a la création et l'envie c'est la volonté, la mission de service public que de protéger la création. La création peut faire perdre de vue le public. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a ce risque-là. Donc d'avoir cette volonté immédiate de toucher le public de France 3, mais ça ne veut pas dire qu'on doit toucher que le public de France 3. Après, c'est tous les succès, c'est toucher le cœur de cible et après élargir. Donc effectivement, dans Un village français, c'était au cœur de nos préoccupations. Après, c'est pour ça, je m'inquiète un tout petit peu de ce que dit Thierry lorsqu'il dit élargir le public. Après, la crainte que j'aurais, c'est que je ne sache plus à quel public je dois m'adresser. Et c'est ce type de discussion que moi j'ai vraiment envie d'avoir avec les diffuseurs. Lorsque Nathalie disait que la fonction du diffuseur, c'était d'accompagner le producteur vers le public. Moi, ça me paraît effectivement essentiel que le diffuseur nous guide et nous parle du public et nous nourrisse de ces réflexions du public. Que c'est une des grandes caractéristiques de la télévision. On s'adresse à des millions de téléspectateurs, on les rencontre jamais. Mais rien n'est écrit d'avance, parce que je vois quand on est arrivé sur France 3 avec Plus belle la vie, on nous a dit nous on a un public qui a une cible plutôt âgée, etc. Honnêtement, les jeunes, on les aura jamais.
c'est même pas la peine d'espérer, ils viendront pas, ça va être très compliqué, ils ont pas l'habitude, ils connaissent pas le bouton, c'est laisser tomber, voilà. Et en fait, c'est faux. Les jeunes sont venus sur Plus belle la vie et il reste un public très fidèle sur Plus belle la vie, avec sur les 15-24, ils sont toujours très forts, très présents et ils sont venus sur France 3, ils se sont pas dit ah bah non, là c'est pas pour moi, j'y vais pas. Donc il faut effectivement leur proposer des choses et après ils choisissent. Alors, ils viennent. Après, ça c'est valable uniquement si les choses ont le temps de s'installer. Mais c'est vrai que quand on lance une série, si on ne sait pas déjà à quel public on s'adresse, c'est très compliqué d'aller la toucher. Parce que c'est vrai que la chance de Plus belle la vie, c'est d'avoir pu s'installer dans la durée et puis de vraiment créer du rendez-vous avec différents publics. Mais c'est pas malheureusement toujours le cas. Et que voilà, au démarrage, je pense qu'il faut d'abord un peu cibler et connaître son public. Ouais. C'est peut-être d'ailleurs sur ce point que TF1 a eu des difficultés quand il s'agit d'essayer d'imposer une série quotidienne sur son antenne. Est-ce que c'est un chantier que vous voulez toujours mener à terme ? Écoutez, on est toujours en réflexion parce que si on décide de faire une quotidienne, on choisira le projet qui correspondra exactement à ce qu'on veut faire. Et pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, parce que justement, on réfléchit, on a eu des gros chantiers, puisqu'on a renouvelé énormément les cases des séries, que ce soit le lundi avec la comédie ou le jeudi avec le polar. On a installé aussi des nouveaux formats avec la quotidienne d'humour, et que la quotidienne, donc en access, c'est quelque chose auquel on continue à réfléchir, mais que pour l'instant, voilà, tant qu'on ne sera pas vraiment content et justement qu'on saura exactement comment le faire pour bien s'adresser au public, on n'ira pas. Parce que justement, je ne pense pas qu'il faut envoyer les choses n'importe comment. Et voilà, c'est un énorme travail, que ce soit pour les auteurs, les producteurs, et que voilà, il faut partir un peu serein quand même. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore réconcilier les 15-35 ans et la fiction française ? Ils sont là de temps en temps. Hein. Ils sont sur Plus belle la vie un peu. Non, mais ils sont un peu partout. Enfin, je pense que c'est pas forcément la cible la plus facile parce qu'effectivement ils ont d'autres intérêts. Mais je pense qu'ils sont régulièrement là sur différentes séries. Nous on le voit sur Vive la colo quand on l'a lancé cette année, ou sur d'autres profilages. Ils sont tout à fait là également. Mais je peux en citer d'autres. Donc vraiment, je pense que le public est là. Moi, je pense qu'il est là et après faut continuer à travailler. Après, c'est pas l'âge où on regarde beaucoup la télé non plus. Hein. Mais parfois, on a ce public jeune sur des séries. Moi, j'étais surprise que sur Doc Martin, on ait un public jeune. Enfin, c'est un public qui représente globalement la société française. Il y a des jeunes et des vieux, mais principalement des vieux plutôt moins d'ailleurs, mais principalement un échantillonnage de jeunes qu'on a rarement sur les fictions. Et je pense que le fait qu'il y ait Thierry Lhermitte, il y est certainement pour quelque chose. Mais je pense aussi que les personnages comme ça, tellement immédiats, tellement premier degré, ça plaît parce que ça plaît parce que c'est de la comédie et que dans le fond, il y a une forme de naïveté qui plaisait aux jeunes générations. Oui, tout ça est sans doute vrai. Je pense que je rajouterais juste un petit bémol. Faut pas se voiler la face. Je trouve, moi, qu'il y a un vrai problème, une vraie fracture en ce moment entre les 15-35 et... Enfin, voilà, quand je parle autour de moi, quand on parle de séries françaises, en général, les gens qui ont entre 15 et 35 ans rigolent. Et tous autour de nous, je suis persuadé que c'est à peu près pareil, en fait. Il y a quand même une fracture entre la fiction française telle qu'elle est proposée aujourd'hui et, on va dire... l'amateur de séries en général qui télécharge illégalement ou légalement. Alors c'est une cible pas de la même façon. C'est une cible particulière. Ils regardent, mais ils regardent pas de la même façon. Quand même, j'observe, il y a une fracture et il y a même presque une défiance. Et c'est ça que je trouve le plus dommageable, moi, parce qu'il y a des... On en parle tous ici sur moi, quand des séries formidables, mais il y a une vraie défiance. Quand j'ai commencé à travailler en télévision, on m'a dit qu'on faisait pas de la fiction pour moi. Et en fait, il n'existe pas de chaîne qui vise les 15-35. Il n'y a pas de fiction française qui vise les 15-35, qui vise spécifiquement cette cible-là. Ça n'existe pas. Donc oui, il y a une fracture. Est-ce que justement, pour compléter ce que suggérait Emmanuel, un des problèmes est peut-être pas une concentration excessive sur la fiction en prime time ? Est-ce qu'on manque pas de cases alternatives en deuxième partie de soirée, en daytime aussi ? Finalement, un projet aussi singulier que Fais pas ci, fais pas ça, il a peut-être aussi existé parce qu'il a été initialement créé en daytime à 19h. Oui, c'est vrai. C'est intéressant, exactement comme processus d'installation d'une série, d'un programme en général.
À mon avis, c'est une démarche qu'il faudrait poursuivre le plus possible. Essayer d'ouvrir d'autres types de cases et essayer de créer d'autres rendez-vous qui ne soient pas forcément que sur le prime time. Après, bon, c'est une logique de chaîne et des enjeux de chaîne fondamentaux et structuraux, hein. Mais sur la démarche et sur la possibilité de gérer des risques peut-être, quoique en quotidien, les risques aussi sont assez énormes, hein. Mais c'est une perspective pour créer peut-être un autre type de fiction. On cherche tous. Pardon. Non, j'avais compris que France 4 allait justement essayer de toucher ce public-là. Et j'avais conçu des projets pour cette tranche d'âge que je trouvais sympathique à aborder. Et finalement, la chaîne a renoncé à faire de la fiction originale. Donc peut-être. Je crois qu'Emmanuel vient tout à l'heure. Pardon ? Je crois qu'Emmanuel Guilbard vient tout à l'heure. Et il me semble même que Rémi Filmin, ce matin, a parlé du fait qu'une commande de série pour France 4 était en cours, imminente, peut-être déjà faite. Hervé ? Ouais, non, je voulais juste dire qu'on cherche tous, évidemment, la série qui va rassembler le plus de monde possible et qui en plus sera un succès critique, artistique, enfin voilà, tout ça. Et ça, c'est vrai que ça demande un côté laboratoire de recherche. Alors, c'est un peu particulier de dire ça, mais c'est vrai que il manque une case où on puisse essayer des choses. Et puis, les choses qui marchent, on peut peut-être en faire des séries. Moi, je pense à nos amis scientifiques qui viennent de découvrir le boson de Higgs. Voilà, construisons notre CERN de la fiction française et provoquons des collisions. Et je suis persuadé que le boson est quelque part là dans la salle. Voilà. Est-ce que justement dans la salle du théâtre de Fontainebleau, quelqu'un souhaiterait poser une question ? Alors plusieurs mains se lèvent. Si des micros sont présents dans la salle ou pas ? Je pense qu'on va apporter des micros pour que le public puisse poser des questions. Alors le voilà, monsieur. Oui, bonjour, Julien Chemouni, Coolabs Productions. Je fais partie de la délégation des jeunes producteurs indépendants. C'est plutôt une question pour les diffuseurs. C'est vrai qu'on entend depuis plusieurs années qu'on cherche des nouveaux formats, des nouvelles idées. Mais est-ce que la question peut-être d'élargir le champ dans le cadre des appels d'offres à des boîtes de production qui ne sont pas forcément des boîtes de production qui ont pignon sur rue et qui auront peut-être des idées un peu innovantes et un peu différentes pourrait pas être une des solutions, tout en bien évidemment peut-être une fois le processus enclenché, les adosser à des boîtes de production qui pourront donner la garantie de bonne fin. La deuxième chose, c'est je pense que on n'a peut-être pas la même définition de prise de risque. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme ça à redéfinir. Et pour parler de la fracture avec les 15-35 ans, c'est peut-être en donnant aux gens de 15-35 ans la possibilité de développer des idées qu'on va peut-être pouvoir amener des formats qui pourront leur parler. Voilà. Donc nous, par exemple, on défend un projet qui a eu l'aide à l'innovation, mais c'est vrai que pour avoir un accès au rendez-vous, c'est un peu plus compliqué et que, à part en étant auteur, entre guillemets, c'est-à-dire être au service d'une boîte de production qui va pas forcément, j'aime pas trop le terme, mais manger le projet, c'est vrai que c'est un peu difficile. Voilà. Une question ? Vous souhaitez répondre ? Je ne sais pas si c'est une question en réalité. Il me semble que ça se passe comme ça, qu'il y a beaucoup de jeunes producteurs, hein, il y a un nombre de boîtes de production qui se créent tous les jours assez conséquent et on les rencontre en général tous. Alors apparemment pas tous, pas encore tous. Voilà, ça sert à ça aussi les journées. On travaille régulièrement avec des nouveaux producteurs tous les ans. On travaille avec 3, 4, 5 nouveaux producteurs, ça tous les ans on le fait. Et après, il faut voir effectivement, quand vous parlez de format, je ne sais pas exactement de quel type de format vous parlez, mais c'est vrai qu'on ne développe pas non plus tous les formats, en tout cas sur TF1. Donc on essaye quand même de cibler les formats qu'on va développer. Et après, il y a des choses, quand on parle de prendre du risque, il faut que ce soit des risques quand même, comme on le disait tout à l'heure, calculés, que ça corresponde à une chaîne, c'est-à-dire à une ligne éditoriale. Et qu'après, il y a des chaînes, les nouvelles chaînes par exemple de la TNT, qui peuvent être aussi des laboratoires pour justement des tas de projets et juste... Ah, ils n'ont pas d'argent. Mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui vont se faire aussi. Donc je pense que voilà, ça peut s'adresser aussi à ça. Il y a des laboratoires qui peuvent se créer, mais qu'en aucun cas une chaîne comme TF1 ne peut devenir un laboratoire. En plus un certain nombre de jeunes producteurs
savent nous rencontrer, les producteurs qui font des séries régulièrement, qui produisent pour la télévision régulièrement, et on est très content à la fois de discuter avec eux, éventuellement essayer de leur mettre le pied à l'étrier, parce que c'est vrai que des idées neuves, des tempéraments comme ça offensifs et plein d'espoir et de générosité, on est très content de les recevoir. Je veux dire, moi, ce dynamisme, personnellement, j'ai tout à fait tendance d'abord de les recevoir, les prendre au téléphone, les recevoir, et éventuellement travailler avec eux si je pense que le projet peut intéresser un public quand même relativement important pour la télévision, donc important pour qu'un diffuseur puisse s'y intéresser, quoi. D'autres questions dans la salle? Je crois qu'au fond à droite, il y avait une question. Monsieur, vous avez le micro, allez-y. Bonjour, donc je me représente, j'ai parlé ce matin, j'aime bien prendre la parole, mais vous parliez en fait des 15-35 ans, j'ai 34 ans, donc ça va, je suis encore dans la tranche encore jusqu'à l'année prochaine. Qu'est-ce que vous envisagez par rapport à l'émergence d'Internet? Et est-ce que vous avez, parce que je pense qu'aujourd'hui les 15-35 ans, et on va dépasser aussi cette tranche d'âge, se connectent beaucoup sur Internet. Moi, je suis jeune producteur. Au niveau de l'accès aux chaînes télé, c'est assez compliqué. J'ai rencontré des producteurs de renom et ça s'est pas toujours bien passé parce que on est justement dans cet étiquetage au niveau des cibles. Pourtant, nous, jeunes, on a envie de produire. Moi, j'ai pas spécialement envie de produire que pour les jeunes. J'ai envie de produire aussi pour tout le monde, aussi bien que les jeunes se reconnaissent dedans que les plus âgés. Donc, je pense qu'une série peut rassembler et fédérer un maximum de gens, juste par rapport aux personnages. Vous le disiez tout à l'heure, les personnages créés autour des séries, c'est ceux qui créent l'attachement du public. Donc, je pense qu'on peut créer des personnages jeunes et moins jeunes qui cohabitent ensemble. Donc voilà ma question, en fait, je reviens à ma question par rapport à l'émergence d'Internet. Qu'est-ce que vous envisagez pour le futur et comment on pourrait travailler ensemble? Je vous passerai ma carte tout à l'heure. Voilà. C'est vrai que nous on considère que la priorité c'est l'antenne et qu'après la déclinaison se fait en fonction des séries, qu'après on peut décliner sur Internet, mais on démarre d'abord par la série pour créer après un lien avec le public d'Internet. On l'a fait sur Clem où on crée des webisodes à chaque diffusion, quelques semaines avant et pendant la diffusion. Et après, il y a un lien qui existe entre chaque saison, c'est-à-dire que le public peut continuer à communiquer avec Clem ou d'autres personnages de la série. Et ça, c'est vrai qu'on peut le faire qu'à partir d'une série qui existe déjà, puisque créer une série sur TF1 qui existerait que sur Internet, je vois pas trop le... Mais on peut pas créer un engouement justement via les outils du net pour pouvoir donner un rendez-vous sur les chaînes. Le phénomène inverse, justement, pour pouvoir faire connaître les jeunes producteurs, par exemple, via le net, et après avoir une plage horaire sur les chaînes qui va faire en fait que... faudrait venir poser la question à Monsieur Lancelier, qui s'occupe des cases, parce qu'après, c'est vrai que c'est créer des cases, c'est créer des rendez-vous qui n'existent pas encore. Et là, je ne peux pas vous répondre. Ouais, en fonction, en fait, de l'évolution que ça prendrait sur le net. Enfin, je pense que de toute façon, tout ça, on est en pleine révolution industrielle. Voilà. Les modes de consommation de la fiction évoluent dans le monde entier. Les moyens de diffuser nos séries évoluent aussi, et l'avenir de toute façon c'est la télé connectée. L'avenir de toute façon c'est on regarde la série qu'on veut au moment où on veut, quand on veut, sur l'écran qu'on veut. Voilà. Donc il y a des tentatives en France. Vous connaissez peut-être Le Visiteur du Futur, ou qui sont des séries qui existent exclusivement, enfin pour l'instant exclusivement sur le net. Il y a des tentatives qui existent, et moi je trouve ça plutôt encourageant. Voilà, mais les choses, oui, on est vraiment sur des sables mouvants là. Voilà. Non, puis il y a un énorme talent sur Internet. C'est vrai que nous on regarde beaucoup ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Il y a d'ailleurs des choses qui émergent et qui se mettent à exister vraiment via Internet et qui ont une vraie vie. Des personnages comme Norman, etc. On voit qu'il y a une créativité mais infinie, et c'est vrai nous on rencontre des gens puisque justement on les a repérés aussi sur Internet. Donc ça peut aussi se passer à l'inverse, c'est-à-dire que voilà, la rencontre peut venir d'abord d'Internet, et tout à coup, que ce soit Pascal ou des producteurs ou nous, on se dit tiens, il faut rencontrer absolument ces gens-là parce qu'il y a vraiment du talent. Le succès de Bref, je crois que c'est ça. Donc on est les champions du monde du programme court quand même, faut le dire. Non mais c'est vrai, on est très très fort en programme court, et ça vient pas mal du net à l'origine. Voilà.
Alors, pour information sur France Télévisions, on a ouvert un département qui est destiné à ce type de projet, qui est dirigé par Boris Razon et qui travaille en étroite collaboration avec les chaînes pour justement, et des développements sont en cours concernant des projets qui, stricto sensu, sont des projets à destination d'Internet. Maintenant, le lien web-chaîne est toujours dans les pensées de tout le monde et que ce soit d'une démarche de promotion, une démarche au contraire de construction de contenu propre, on n'est jamais éloigné de ce que les chaînes cherchent en règle générale et des lignes éditoriales des chaînes. Mais il y a un département qui a été créé et qui lance ses premiers développements. Alors, il y avait une autre question de ce côté-ci. Ce n'est pas vraiment une question. Marc Nicolas, je suis le directeur de la FEMIS. C'est pas une question, c'est d'abord pour donner une information à ceux qui ne le savent pas, parce qu'on a été jusqu'alors assez discret. C'est confirmé qu'on est en train de travailler au projet de création d'un enseignement dédié aux séries télévisées à l'école. Non pas que la télévision soit une chose nouvelle pour l'école. Il y a un ancien élève de l'école devant nous, Emmanuel Dossé. Et il y a déjà beaucoup d'anciens étudiants de l'école qui travaillent à la télévision. Mais parce qu'il nous est apparu qu'il était peut-être temps que l'école serve aussi davantage ce secteur de la télévision, comme elle le fait depuis longtemps, avec le cinéma en principal, et que on apporte ce qu'une école peut apporter. Et si je fais cette intervention maintenant, donc pour simplement vous dire qu'on va travailler pendant 1 an à la construction de ce programme, et avec la plupart de ceux qui sont là, parce qu'on va le faire avec modestie, et en faisant en sorte que ça serve au secteur, aux auteurs, aux producteurs, aux diffuseurs. Je réagis aussi à ce moment parce que tout à l'heure, l'un de vous citait le mot de laboratoire, et je pense que un des usages justement d'une école, c'est d'être à la fois un conservatoire et un laboratoire. Et le lieu d'une formation, c'est celui aussi où se pense, dans une démarche d'expérimentation, ce que l'école fait dans tous les métiers auxquels elle forme, aujourd'hui 10 métiers, les nouvelles formes de demain, sans prétention, sans vouloir inventer l'eau chaude, mais en revanche en s'obstinant à creuser toujours au même endroit pour qu'on ne reproduise pas seulement ce qui préexiste, mais qu'on invente des nouvelles choses. Et ceci, pas seulement pour ces étudiants, mais aussi pour ceux qui y interviennent. Et je vais peut-être terminer là-dessus. Je pense que dans 5 ans, à peu près tous ceux qui sont dans cette salle auront été des intervenants à l'école, puisque je rappelle qu'on n'a pas d'enseignants permanents à l'école, mais seulement des professionnels. Donc vous allez tous devenir des enseignants de la FEMIS. Et la bonne nouvelle pour vous, c'est que ça sera le lieu d'un laboratoire pour vos idées, celles que vous développez là, pas seulement pour nos étudiants, mais aussi pour vous. Voilà, donc à très bientôt. Nouvelle. Bravo. Bonjour, je suis Patrick Gonetti, je suis le directeur du Conservatoire d'écriture audiovisuelle. Forcément, je suis obligé de vous répondre. Alors, qui dit mieux ? Je suis là, voilà. Je voulais rester très discret, mais bon, voilà. Puisque Marc Nicolas intervient, j'interviens aussi, donc nous, ça fait 15 ans qu'on s'en occupe. Et il y a beaucoup de personnes parmi vous, effectivement, qui enseignent à l'école. Et en fait, en gros, la formule, c'est l'école fait école aussi, et donc c'est très important. On a aussi, nous, tout un pan qu'on va développer de formation continue. On va s'occuper beaucoup de la série. On repense en permanence, grâce à vous, à nos formations. Donc tout ça avance. Alors maintenant, il faut évidemment le deuxième lien, c'est que les producteurs fassent confiance aux jeunes auteurs qui sortent de ces 2 bonnes écoles. Donc je compte sur vous aussi. Merci. Et moi, je vais monter une école aussi. C'est vrai moi j'ai une vraie volonté de faire travailler des jeunes auteurs. Et même si c'est difficile, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. C'est de la formation finalement sur le tas. Et une des façons de faire fructifier un talent de jeune auteur qui est comme ça très très affirmé, qui a vraiment des choses à raconter, c'est de le marier avec un scénariste qui est un bon constructeur, qui a du talent, mais qui est capable de s'associer à quelqu'un. J'ai eu plusieurs très très
belle réussite, parce que finalement, ça fait des mariages vraiment riches, intéressants. C'est pas qu'on cherche à aller plus vite, c'est pas ça la question, mais c'est d'avoir une fraîcheur dans la façon de raconter les histoires, dans ce qu'on a à dire, parce que les générations qui arrivent n'ont pas forcément le même discours et la même façon de regarder la vie que ceux qui ont 20 ans de plus. Et je trouve que c'est un mode pour arriver dans une télévision qui a besoin de gens formés à écrire, parce que c'est long d'écrire. Vous parlez des écoles, c'est bien les écoles, c'est indispensable. Mais après, il faut 4, 5, 6 ans, 10 ans pour arriver à faire vraiment un scénariste qui, s'il a du talent au départ, devienne vraiment un scénariste qui peut travailler, qui peut être un showrunner. Je pense que showrunner, c'est un métier très très difficile. Et en tout cas, cette volonté, en tant que producteur, ces mariages ont apporté de bons résultats pour les deux, ceux qui avaient déjà de la bouteille et ceux qui avaient des choses personnelles et formidables à dire. En général, c'est des démarches, c'est des auteurs qui ont des histoires à raconter qui leur appartiennent en propre. Alors, il nous reste une poignée de minutes. Sylvie avait une question. Là ? Oui. Alors bonjour, Sylvie Coquard, je suis scénariste, showrunneuse, et voilà. Et je voudrais poursuivre ce que dit Pascal. J'ai fait des formations, j'ai fait des séminaires et des interventions au conservatoire, à l'INASUP, à Sciences Po aussi. Et là, c'était pas vraiment des scénaristes. Je voudrais juste dire qu'effectivement, pour former un auteur, il faut à la fois la formation et il faut l'entraînement. Et que pour l'entraînement, il faut pouvoir intégrer des jeunes auteurs dans des ateliers. En France, il y a très très peu d'ateliers pour une raison de longueur des séries. C'est-à-dire que quand on part sur 6 épisodes d'une série, on est généralement 1 ou 2, parce que ça dure tellement longtemps qu'on ne peut pas vivre à plus de 1 ou 2 sur 6 épisodes. Pour arriver à faire entrer des juniors et à leur apprendre le métier sur le tas, ce qui est extrêmement important, il faut pouvoir monter des ateliers, il faut pouvoir donc avoir des séries longues dans lesquelles il y a une espèce de confort qui s'installe, un confort de temps, où les jeunes peuvent rentrer, observer, être documentariste, script, je ne sais pas quoi, puis proposer des idées, puis apprendre ce langage-là du travail en commun, qui n'est pas facile à apprendre, et du travail de scénario plus simplement théorique et plus simplement innovant qui ne va pas se faire, mais de la chose qui se fait. Donc la question que je pose là aux diffuseurs, avez-vous conscience du fait que pour arriver à former de meilleurs scénaristes avec tous les jeunes gens qui viennent, il faut mettre en place des séries longues dans lesquelles grâce auxquelles on peut installer des véritables ateliers. Il n'y en a pas beaucoup des ateliers en France, il y a Plus belle la vie, il y a le Village français. Je ne sais pas s'il y a Profilage un véritable atelier. Je ne crois pas que sur Profilage, il y ait d'autres. Section de recherche, La section de recherche, il y a un atelier. Oui, il y a plusieurs ateliers sur différentes séries. Mais il n'y en a pas énormément. Sur France Télé, il n'y en a pas beaucoup, par exemple. Ouais. Alors même qu'il y a des séries qui sont très installées. Non, mais même moi, je me rappelle des époques où, je vais parler d'une ancienne époque, mais de Julie Lescaut, où Alexis Lecaille, à l'époque, était vraiment le papa de la série, puisque le créateur, le nombre d'auteurs qu'il a formés, et qui sont devenus des gens, je vais citer Simon Jablanca, Jean-Marc Runiquier, etc., et vraiment qui ont débuté avec Alexis, qui les a vraiment accompagnés, qui les a vraiment fait travailler. Moi, je me souviens très très bien de ça, et il y en a eu plein d'autres sur plein d'autres projets. Et ça, c'est vrai que c'est un travail de transmission. C'est vraiment très très important. Voilà. Et jusqu'au bout de ma démarche, pour qu'il y ait de véritables ateliers, il faut rémunérer les ateliers, parce qu'il faut l'exclusivité des auteurs pendant un temps condensé, et un véritable travail qui n'est pas une fois par semaine au milieu de 50 projets, mais véritablement une concentration sur le travail, sur la série, pour que ça enrichisse les personnages et les angles, etc. C'est-à-dire, pour le moment, on n'y est pas encore, à mon avis. Voilà. Enfin, il y a des expériences. Work in progress. Voilà, work in progress. Sur cette nécessité de créer des séries longues, on en a suffisamment parlé en privé pour être d'accord en public. Oui, évidemment, on en a conscience et c'est tout l'objet de notre travail. Alors, le plus souvent, les premières saisons peuvent être de 6 épisodes ou 8 épisodes, mais l'ambition, c'est d'installer des marques qui très très vite dépassent un nombre d'épisodes, aillent beaucoup plus loin, voire 12, voire 16. TF1 y arrive, notamment en polar, c'est peut-être plus commode en tout cas. Et nous, on a beaucoup de séries qui se lancent avec déjà des débuts d'atelier en constitution. Et il y en aura encore beaucoup d'autres. Oui. Est-ce qu'on a une toute dernière question ? Bonjour, Christophe Averland, je suis coach d'acteur au sein de Mediana et Communication et réalisateur, scénariste. Et en fait, je me posais la question, on parle beaucoup des personnages, de l'empathie qu'on peut avoir vis-à-vis d'eux. Après, on est passé aux producteurs, enfin, en passant par les scénaristes, producteurs, diffuseurs. Mais il me semble un maillon qui n'a pas du tout été évoqué, c'est l'acteur et la place de l'acteur et la direction d'acteur et les outils et les moyens qu'on donne à l'acteur pour pouvoir interpréter son rôle. Puisqu'on parle beaucoup des séries américaines et on sait que les acteurs aux États-Unis ont plus de moyens
pour pouvoir travailler leur rôle. Enfin, quel est votre avis là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là ou pas? Est-ce que vous pensez que le rythme de travail qu'on donne aux acteurs en France et les moyens qu'on leur donne est suffisant pour que tout à coup ils soient peut-être plus performants, puisqu'on remarque souvent la performance des acteurs dans les séries américaines, qu'en France je pense que les acteurs sont aussi bons, enfin il n'y a pas de... Voilà, mais peut-être c'est un temps de préparation, enfin je sais pas, je voulais avoir votre avis là-dessus. Hervé, peut-être? La série est un espace-temps particulier en fabrication. On peut faire des choses en série qu'on ne peut pas faire au cinéma, et l'inverse est vrai évidemment. J'ai fait un long, très mauvais, mais j'ai fait un long quand même, donc j'ai pu comparer un peu les choses. Moi, j'ai pas la sensation. Moi, j'en ai pas souffert en tout cas. Petite expérience, hein, j'ai fait que 3 séries, mais enfin 3 mini-séries. Puisqu'il n'y a pas eu de saison 2 de Pigalle, comme vous le savez, mais mais tout va bien. Mais je me soigne. Et non, j'ai eu aucun problème avec les comédiens. J'ai pas eu de problème de temps de prépa. Et j'aime bien cet espace-temps-là parce que c'est un espace-temps où nous, en tant que réalisateurs, enfin moi en tout cas, en tant que réalisateur, il y a des questions que je peux pas me permettre de me poser. Il y a une part de l'instinct qui est plus importante. Et cette part de l'instinct, on le retrouve aussi chez l'acteur, on doit le retrouver chez l'acteur. Alors, après, on installe une atmosphère particulière et une énergie de travail qui fait que, je sais pas, moi, j'ai pas souffert de ça. Peut-être que, je sais pas, vous avez, Emmanuel, qu'est-ce que t'en penses, toi? Une des difficultés, mais qui concerne les acteurs, mais pas que, une des grosses difficultés que je ressens dans la production de séries, c'est qu'on développe durant plusieurs mois, plusieurs années, parfois, souvent, une série. Et puis, lorsque, enfin, on a, si tout se passe bien, on a la commande. En général, pour un ensemble de raisons, et la première étant le producteur qui a besoin de produire, parce qu'il a besoin à un moment de couvrir ses frais généraux, et la chaîne parce que elle a commandé le programme et donc elle en a envie. À partir de ce moment-là, alors qu'on a développé du texte durant 2 ans, disons, eh bien il faut que les films soient, le 6x52 soit prêt dans un an. Et là, à partir de ce moment-là, on commence à rentrer dans une course folle, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on commence par exemple à faire le casting. Et donc on prend des choix essentiels sur nos séries, le choix des comédiens, le choix des décors, etc. Tout le visuel, parce qu'en fait on a passé 2 ans à produire du texte, alors que finalement notre but c'est de produire des images. Et c'est cette vraie difficulté de préparation qui dure 10-12 semaines. Et donc c'est la question du financement de la pré-préparation ou des pilotes qui en fait étaient en cause et que les comédiens payent souvent parce que finalement ils sont choisis à 1 semaine du début du tournage. Oui, alors c'est pas comme ça que je travaille, mais bon, peu importe. Toi, je sais qu'effectivement, tu as résolu cette problème de la pré-préparation très tôt sur Pigalle. Tu as enquêté. Je sais pas longtemps. si j'ai résolu quoi que ce soit. En tout cas, ma façon de travailler, et que dès l'écriture, je pense pour les rôles principaux, en tout cas, à des comédiens précis, et que la règle que j'ai eue sur Pigalle, par exemple avec Canal, c'est que je n'impose évidemment aucun comédien, mais que la chaîne ne m'impose aucun comédien non plus. Enfin, on travaille ensemble, tout simplement, on va le dire comme ça. Et donc oui, ça m'arrive d'écrire pour des comédiens particuliers et d'en parler à ces comédiens avant la fin de l'écriture, ce que je devrais pas faire, hein, mais ça m'arrive de le faire. Ouais. Mais c'est pas la norme. On le fait tous. Hein. Comment ? On le fait tous. Chaque fois quand on écrit on écrit une histoire, et on a quand même des images dans la tête et on essaye de faire coïncider nos rêves avec la réalité du tournage qu'on va faire. Moi, c'est pas du tout le cas du Village Français, mais dans d'autres situations, je me suis retrouvé où au fond, ce n'est qu'au moment où on a la commande, c'est à ce moment-là qu'arrive le réalisateur. Donc c'est à ce moment-là que commence le travail du casting. Et il me semble que c'est plus courant que le cas spécifique de Hervé qui est auteur-réalisateur. Merci à tous les 6 d'avoir participé à cette table ronde. Merci à vous d'y avoir assisté. Je vous propose maintenant de retrouver Benoît Danard, le directeur des études du CNC, qui va nous faire une présentation des chiffres du baromètre 2011 de la fiction.
Bonjour. Mais on peut attendre un peu. D'accord. Il m'a dit d'attendre. Non, c'est pas. Non, ça va me gêner. Non, ça va. Oui. Oui, c'est ça. Ouais, d'accord. Ok, bon, je leur dirai. Je dirai le On va essayer. Bonjour. Il n'a pas dit, mais... D'accord. Oui, d'accord. Chers amis, bonjour. J'éprouve toujours la même joie à vous retrouver. Ces rencontres initiées par Jean-François Boyer il y a 9 ans avec Public Sénat vous rassemblent et d'après ce que j'ai entendu déjà tout à l'heure, elles vous ressemblent. Elles ont toujours démontré la créativité et l'invention du milieu. Je crois que c'est une nouvelle occasion qui se présente aujourd'hui devant nous. L'ambition et l'audace
Jean-François Boyer le sait, sont généralement récompensés. Le sommet de Fontainebleau, on va l'appeler comme ça, on m'a dit que c'est déjà un succès à partir de ce qui a été dit ce matin et que j'ai vu moi-même sur les réseaux de Public Sénat et 24/24. C'est un succès par votre présence et votre curiosité passionnée, par la participation du public et puis par la nature et la franchise des échanges. Le sommet de Fontainebleau arrive à point nommé pour inventer une nouvelle culture d'écran. Alors là, nous commençons avec Benoît Danard, qui est le directeur des études du CNC et qui va nous en faire des révélations. Bonjour. Donc je vais vous présenter le baromètre de la création TV et plus particulièrement qui est consacré à l'analyse de la production de fiction et de la performance de la fiction à la télévision. Alors on va commencer peut-être par un premier transparent. Il faut rappeler que la production de fiction en 2011 a atteint 773 heures, elle progresse de 5,7%. Et comme vous pouvez le voir sur